sera une formation super interactive avec vous. Et l'objectif, c'est que vous puissiez en fait pratiquer ça dans différents portefeuilles en fait, voilà. Et si on était capable de gérer un portefeuille avec 100 000, avec un fonds de démarrage de 100 000 francs CFA, en respectant les principes que je vais vous expliquer en termes d'achat et de vente, d'observation du marché et tout, lorsque vous aurez un portefeuille de 10 millions, de 20 millions, de 50 millions, en fait, ce sera beaucoup plus intéressant puisque c'est exactement dans les mêmes proportions. Voilà. Donc, je passe sur ça. Voilà, donc ça, c'est un peu, je dirais, le grand sommaire. Mais on va plutôt mettre l'accent sur la gestion de portefeuille ici, en fait. Voilà. On va plutôt mettre l'accent ici sur la gestion de portefeuille. Mais bon, on va passer quand même en revue l'information qu'elle a et tout. Je vais vous poser des questions par moment, qui pour moi sont des questions déjà vues parce que on a eu à faire beaucoup de formations aussi ensemble dans le passé. Voilà. Donc, pour vous, c'est clair donc la différence entre le marché primaire et le marché secondaire. C'est vraiment des. Ça, c'est un petit rappel, hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me faire la différence entre le marché primaire et le marché secondaire? Voilà. Quelqu'un, un volontaire, se décide. Oui. Le marché primaire, c'est le marché du neuf. Et le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion. D'accord, super. Bravo. C'est correct. Donc, le marché primaire, c'est le marché du neuf. Et le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion. Donc, le marché primaire, c'est le marché de la première émission. On est bien d'accord. Là, en ce moment, il y a Orange qui va entrer en bourse. Donc, Orange va passer par le marché primaire, le marché du neuf. La caractéristique principale sur le marché primaire, c'est que sur ce marché primaire-là, justement, les prix ne sont pas négociables. Les prix sont fixes. Voilà. Et le marché primaire ne dure pas longtemps. Voilà, ça dure juste selon la durée de l'opération, ce qu'on appelle l'IPO. Voilà. Donc, c'est ça le marché primaire. Et puis, le marché secondaire, comme tu l'as dit, c'est le marché d'occasion, c'est le marché où les investisseurs s'échangent entre eux les titres. Voilà. Donc, bon, question pour vous. Citez-moi citez-moi quelques entreprises sur la BFM que vous connaissez. Et citez-moi les différents intervenants du marché et leur rôle. Donnez-moi le nom. Oui, vas-y, vas-y. Allô? Qui peut répondre? Colibra qui est en bourse aussi, Colibra. Solibra, c'est bien. Quoi d'autre encore? Citez pêle-mêle, il y en a plusieurs. Il y a même NCA aussi, non? Il y a la Solecy, c'est bien. Et une dernière société. Bewa Mali, c'est très bien. Ok. Bon, alors, je pense qu'on va avancer là-dessus. Donc, je pense qu'on se connaît un peu de façon générale les entreprises qui sont cotées sur le marché, le rôle, la différence intervenants du marché. Donc, il y a la BFM qui organise le marché. Il y a l'AMF, UMOA, qui va permettre que les gendarmes du marché qui régulent le marché. Il y a aussi plusieurs compartiments sur la BFM. Voilà, je crois qu'il doit y avoir 3 compartiments maintenant. Voilà. Sur la BFM, sur le marché, il y a des instruments financiers. Et pour les instruments financiers, vous avez les actions, les obligations principalement. Voilà. Et qui veut répondre à la dernière question? Quelles sont les raisons d'introduction d'une entreprise en bourse? Pourquoi l'entreprise va en bourse, selon vous? Faire rentrer pour son capital, en fait, avec Alors, c'est bien, mais c'est pas bien dit en fait. Elle va en bourse pour lever les fonds. C'est ça, non? Vo- Voilà, en un mot, voilà. Donc, une entreprise va en bourse pour lever les fonds, principalement. Bon, après, il peut y avoir d'autres raisons, d'autres objectifs en fait associés à cela. Donc voilà, ça c'est juste vraiment des révisions, hein. On n'est pas encore entré dans, voilà, on n'est pas encore entré dans le cours.
Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que en matière d'investissement, essayez de fermer maintenant les micros, s'il vous plaît. Voilà. En matière d'investissement, ce qu'il faut savoir, c'est que une entreprise, avant d'investir dans l'entreprise, vous devez d'abord maîtriser son environnement global. Voilà. Je prends l'exemple de BOA Mali. Voilà. Vous devez savoir que BOA Mali évolue au Mali. Donc, avant d'acheter le titre de BOA Mali, il va falloir en fait avoir un regard sur l'environnement des affaires au Mali. Donc, l'investisseur va d'abord regarder en fait l'environnement global d'évolution de l'entreprise. Voilà. Donc, on va regarder un peu les indicateurs macro et tout pour voir quelle est la situation économique réelle du pays en ce moment-ci. Pourquoi? Parce que selon la situation économique, en fait, le coût des actions peut être impacté, en fait, puisque on va regrouper les actions des entreprises en deux classes d'actifs. Il y a ce qu'on appelle les actions cycliques et il y a les actions non cycliques qui sont les actions défensives. Oui. Donc, en fonction de la situation économique du pays, les entreprises cotées, en fait, ont alors, les titres cotés en fait ont une certaine appétence qui par moment est corrélée en fait à la situation économique du pays. Donc c'est important d'abord pour vous de vous dire que si je décide d'acheter les actions de BOA Mali, en clair, je suis en train d'investir dans une entreprise malienne. Donc forcément, j'ai déjà mené mes investigations sur la situation économique du Mali. Voilà, je suis rassuré. Je sais que le secteur bancaire malien est en forte croissance, il se porte en tout cas assez bien. On voit un peu la performance de BOA. Voilà. Donc c'est vraiment important ce point-là. Donc il y a ce qu'on appelle l'analyse de l'environnement. Donc je pense qu'on a déjà eu à faire ce cours ensemble. Donc je vais passer sur ça, c'est vraiment juste la répétition. Voilà. Donc, on a retenu qu'il y avait quatre phases économiques. Vous vous rappelez la phase de la reprise, l'expansion, la croissance et la récession. Donc, on, a vu, on avait déjà vu différents secteurs. Le secteur cyclique, c'est le secteur dont les entreprises qui les constituent en fait sont sujettes à la conjoncture. Voilà. Par exemple, les compagnies aériennes, elles font le pic de leur chiffre d'affaires pendant les vacances, il y a beaucoup de voyages et tout ça. Mais quand on est en saison, on n'est pas du tout en haute saison. Voilà, il n'y a pas assez de volume. Du coup, les titres réagissent relativement au dynamisme de l'activité économique de l'entreprise dans son secteur. Donc, du coup, on part sur le principe qu'on peut casser les entreprises selon qu'il soit du secteur cyclique ou du secteur donc défensif. Les entreprises qui sont dans le secteur défensif, eux marchent tout le temps. Quand on soit en période de croissance économique, quand on soit en période de crise, quand on soit en période de récession et tout ça, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des entreprises liées, en fait, dont les services sont liés aux besoins de l'homme, aux besoins primaires de l'homme. Alimentation, santé, télécom, eau, voilà. Donc ça, comme on est là-bas ou pas, on va toujours vouloir s'alimenter et tout, voilà. Donc du coup, on retient la notion des secteurs cycliques et des secteurs non cycliques, voilà. Donc je passe sur ça. On analyse les fondamentaux de l'entreprise. Je pense qu'on avait déjà vu ça par le passé. Je vais directement aller sur. On a aussi déjà vu l'analyse financière. Donc, je vous. Ça, c'est les méthodes de valorisation. Je pense là-dessus. Bien. Au niveau de l'analyse boursière aussi, euh, il y a les ratios boursiers importants comme le price to book, le rendement, le PER, le payout, les principaux ratios boursiers. Je pense qu'on avait déjà aussi vu ça. Voilà. Donc, ce sont des indicateurs qui vous permettent finalement de faire le choix d'investir dans telle ou telle entreprise si justement on est amené à faire un choix en fait en deux valeurs principalement. Donc, ce sont des éléments qui nous permettent justement de nous positionner sur ce terrain. Donc, ça, c'est pas mal. Bien, donc, je passe sur ça et on va rentrer maintenant dans la gestion de portefeuille. Voilà. Qui veut nous lire ça? Gestion de portefeuille. Qui veut lire? Qui veut lire et puis essayer de nous expliquer ça? Vas-y. Alors, je répète que c'est un cours interactif, hein, donc vous participez, je participe. Donc, soyez cela. Donc, lis et puis je vous explique. Ok.
méthode de gestion de portefeuille. Plusieurs théories de gestion de portefeuille ont été proposées en fonction de la structuration des fonds. Mais on retiendra deux tendances de gestion. La gestion active et la gestion passive. La gestion passive a pour objectif de propose un marché de référence. La méthode utilisée pour généralement à répliquer en réalité l'indice de référence. Exemple, compte titre, notre investissement sera constitué de 40 valeurs. 4,40 pour la taille de la capitalisation. Ok. Tu vais expliquer maintenant? Ouais. On a deux mots de gestion. Très bien. La gestion active et la gestion passive. Ok. Maintenant, si on veut rentrer dans les étapes, quand je dis les étapes financières, on parle de gestion, on parle des actifs et des passifs. Les actifs, c'est qui a comme immobilisation corporelle, mobilisation incorporelle, les entrées en banque, tout ça, et puis les actions passives, là, c'est les subventions, les fonds, les dettes et autres qui les constituent. Bon, en fait, c'est comme ça que je comprends. D'accord. Bon, c'est pas mal essayé. Et en tout cas, classiquement, on retient qu'il y a deux modes de gestion. La gestion passive et puis la gestion active. La gestion passive, en fait, c'est une gestion, comme on l'a dit, indicielle. C'est-à-dire, en fait, que là, en ce moment, vous avez peut-être 500 000 francs en portefeuille et vous ne savez pas quelle action privilégier, par exemple. Voilà, vous ne savez pas si vous devez prendre BOA, si vous devez prendre Orange, si vous devez prendre Société Générale, si vous devez prendre Air Liquide, ainsi de suite. Voilà. Donc, puisque vous ne savez pas que choisir, en fait, vous allez peut-être aller dans la gestion passive, vous allez regarder les actions qui constituent l'indice, par exemple, BVM10. Oui, puisque l'indice BVM10, c'est un classement qui est fait trimestriellement des 10 valeurs de la BVM le plus performantes, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez simplement aller sur cet indice et puis regarder le top 10, prendre deux ou trois actions du top 10 et puis voilà. Mais c'est une gestion qui peut être limitée parce qu'au prochain trimestre, par exemple, c'est pas très sûr qu'on ait encore le même classement. Ça veut dire il y a certaines valeurs qui vont venir en fait détrôner la valeur, enfin les valeurs qui étaient dans le classement précédent. Donc dans la gestion passive, vous devez en fait simplement répliquer, on va dire, les performances de l'indice dans votre portefeuille en identifiant les actions qui constituent le BRVM10. Est-ce que tout le monde a compris ça? Si tu parles le produit, Alors, pour faire simple, ce que je dis, c'est que dans la gestion passive, puisque là on parle de gestion de portefeuille, on a commencé la gestion de portefeuille, de la gestion passive, vous vous dites, ok, moi je vais plutôt choisir les meilleures actions qui font partie du top 10 des meilleures actions de la BFM, ce qu'on appelle le BFM 10. Oui. Donc vous regardez quelles sont les valeurs, quelles sont les actions qui font partie du BFM 10. Et puis vous regardez parmi ces actions-là, les valeurs-là, ce qui vous intéresse en priorité. Et c'est celle-là, en fait, que vous allez commencer à avoir en portefeuille. C'est ça la gestion passive. Donc, elle consiste, pardon, à, euh, à, à répliquer, en fait, la performance des valeurs de l'indice dans son propre portefeuille. C'est bon? Donc, la question que j'ai pour vous maintenant, petite recherche. Dites-moi les actions. Ok, donc, petite recherche pour vous. Je vous donne 5 minutes de réflexion. Vous pouvez aller sur Internet. Euh, Dites-moi les valeurs qui constituent le BVM10. Donc, faites une petite recherche pour me ressortir les 10 valeurs du BVM10. Je vous donne 5 minutes. C'est bon? Ok, donc 5 minutes, pas plus.
Là, il vous reste 4 minutes, donc faites vite une petite recherche sur Internet et puis retrouvez-moi les 10 valeurs du BVM 10. Qui a fini? Qui a trouvé? Allô? Moi, je pense que j'ai vu. Ok. Donc, cite-moi les 10 valeurs alors. On a Sonatel, SN, On a Sonatel, ok. Coris Bank, Coris Bank, ok. EcoBank, EcoBank, EcoBank Transnational. donc On a EcoBank, EcoBank, je sais pas. EcoBank Togo, ok. Donc, on a Onatel, BF, Olatel Burkina Faso, on a Aura Group, Aura Group, TJ, Togo, Togo, ok. on a CFAO, Motor, Côte d'Ivoire, CFAO Moto Côte d'Ivoire, Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire, ok. La cible, Total Côte d'Ivoire, Total Côte d'Ivoire, et puis Niveau Énergie Côte d'Ivoire. super. Ça fait 10, non? Ouais. Ok. Donc, vous voyez, donc en matière de gestion de portefeuille, quelqu'un qui ne veut pas se fatiguer, il va dire, bon, moi, je ne me fatigue pas. Je vais regarder le top 10 et en fonction de l'argent que j'ai à disposition, je vais prendre 20 actions je sais pas moi, de Sonatel, 10 actions de Aura Group, ainsi de suite. Est-ce que tout le monde a compris ça? La gestion passive. Oui, ça va. Ok, c'est clair. Donc, c'est une forme de gestion. Maintenant, en matière de gestion, vous devez savoir que on n'achète pas comme on vend. Il y a une science dans l'achat, il y a une science dans la vente. On va le voir tout à l'heure. C'est vraiment important. Mais déjà, de base, en regardant les valeurs qui constituent le BRM 10 déjà, ça, ça nous permet de faire déjà une première classification. Mais attention, il y a des limites. Parce que justement, c'est pas très sûr que les mêmes 10 valeurs seront dans le prochain classement. Voilà. Bon, forcément, il y a des valeurs qui sont toujours dedans, comme Sonatel, il y a de grosses valeurs qui ne changent pas vraiment. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, la gestion active vient pallier un peu à la gestion passive. Voilà. Mais vous pouvez quand même tenir compte des valeurs du BBM 10 qui sont dans un premier choix, parce que les actions n'ont pas la même typologie. Voilà. Ils n'ont pas la même configuration, vous allez le voir. Voilà. Donc, en fonction de tout ça, on fait beaucoup attention. Donc c'était très bien pour le BFM. On continue. Voilà. Donc, ici, je pense que c'est réorganiser les entreprises en fonction de leur secteur. Voilà, et tout ça. Donc, vous devez savoir, par exemple, que
que la bourse va représenter en miniature l'économie, voilà. Et comme on l'a vu dans les slides précédents, le marché va tenter en fait de reproduire en miniature l'économie. Donc on le sent beaucoup plus dans le secteur cyclique et non cyclique en fait, voilà. Donc là vous avez un peu une petite tendance des perspectives économiques sectorielles, voilà et tout. Et à l'intérieur ici on pourra lister quelques entreprises qu'on fait. Voilà. Maintenant on va rentrer dans la construction du portefeuille maintenant. Voilà. Maintenant, ce que je n'ai pas dit sur la gestion passive et active, puisqu'on a parlé de la gestion, de la gestion passive. La gestion active, c'est une gestion qui va mettre l'accent beaucoup plus sur l'analyse. Donc, c'est dans la gestion active qu'on va faire jouer en fait tout le type d'analyse qu'on a, notamment l'analyse macroéconomique qu'on a vue, l'analyse des fondamentaux de l'entreprise qu'on avait déjà vu. On va encore regarder l'analyse financière, c'est un peu comme un entonnoir. On va encore regarder l'analyse boursière, la ratio boursier, et puis on fait les comptes, on peut regarder un peu les graphes, et puis finalement on fait un choix. Donc on fait la gestion active est une gestion basée sur l'analyse en fait. Donc on va utiliser plusieurs méthodes d'analyse. Ce sont ces méthodes-là que je viens de vous citer en fait. On peut tous les utiliser en fait, ou on fait le choix d'utiliser une ou deux méthodes. Sachant que de base, décider d'investir c'est avant tout du bon sens. Voilà. Moi en général, quand je veux utiliser les différentes méthodes d'analyse, je vais d'abord regarder l'analyse fondamentale, d'abord pour voir un peu l'entreprise, dans son environnement, la concurrence, la compétition et tout ça. Et puis par la suite, je vais tenter d'affiner mes observations en regardant, en regardant le bilan de l'entreprise, pour voir un peu son chiffre et tout ça. Et attention au niveau du bilan et du compte de résultat, il ne faut pas juste se borner sur le premier exercice. Il faut surtout avoir au moins deux ou trois exercices. Ça vous permet de faire une comparaison. Je prends un exemple tout simple. Si vous prenez une entreprise, prenons le cas, je sais pas moi, de, prenons le cas de Move, par exemple, Move. Vous tombez sur le bilan de Move cette année, supposons que Move est coté sur la BRL. Donc vous tombez sur le bilan de Move, vous voyez Move a fait un chiffre d'affaires de 1 milliard. Vous dites, waouh, c'est une très belle entreprise, tu vois. Voilà. C'est vrai, 1 milliard, c'est un chiffre positif, mais en fait, on fait un peu attention parce que l'entreprise peut être en perte de marché, justement. Imaginez que si Move, on allait un monde, c'est-à-dire en 2019, avait un chiffre d'affaires de 10 milliards, vous voyez, en 2019. En 2020, elle régresse à 7 milliards. En 2021, elle tombe à 3 milliards. En 2022, elle fait 1 milliard. Vous voyez, une telle entreprise n'est pas recommandée à l'achat. Savoir que le chiffre est positif, c'est 1 milliard, mais on se rend compte que sur les 3 derniers exercices, l'entreprise a perdu du marché et elle est calonnée par un concurrent qui est hyper sérieux qui est en train de prendre des parts de marché. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on décide d'utiliser l'analyse, la gestion active aussi, surtout les différents outils je dirais d'analyse, notamment l'analyse financière, il faut toujours comparer les exercices entre eux. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, après qu'on ait justement regardé un peu les différents exercices financiers et tout, voilà, on peut affiner encore notre analyse en regardant les ratios boursiers. Et on a vu le PF, le PRAS, tout ça, voilà. Ce sont des ratios de comparaison, voilà. Et finalement, on fait un choix. Donc, l'analyse, la gestion active va faire jouer en fait toutes ces méthodes d'analyse qu'on vient de voir. Voilà, c'était juste dire ça et puis refermer la parenthèse. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la construction d'un portefeuille. Parce que là, votre objectif aujourd'hui, c'est de construire un portefeuille. On est bien d'accord? Vous êtes là? D'accord. Voilà. Super. Est-ce que quelqu'un veut lire ça déjà? Qui veut lire? Un volontaire pour se déterminer. Vas-y. Construction du portefeuille, sélection d'actifs. La composition générale d'un portefeuille est définie par un pourcentage d'actions, d'obligations monétaires et de produits dérivés plus spéculatifs. En fonction de l'intérêt de votre investissement et du degré de risque que vous souhaitez prendre, vous devez établir une allocation d'actifs. L'allocation d'actifs signifie que vous devez établir
C'est clair, non? C'est clair pour tout le monde? Oui. Top. Donc, un petit mot sur ça. C'est-à-dire, quand on parle de construction d'un portefeuille, en fait, c'est une question de pondération. Voilà, c'est-à-dire, je pense quel type d'action, quel type d'obligation, sachant qu'il y en a plusieurs types d'actions. Vous allez voir. C'est-à-dire que quand vous me dites Sonatel, non, quand vous me dites Sonatel, ou vous me dites Société Générale, tout de suite, vous devez la ramener à un type d'action, ce qu'on appelle les actions fonds de portefeuille. Donc, vous, en tant que des investisseurs, vous devez savoir le type d'action auquel vous avez affaire. Ou du moins, vous devez pouvoir classifier les entreprises de la BNVM dans le format de titres. Et c'est avec ce format-là qu'on fait la pondération. C'est-à-dire, je vais prendre 20% d'actions fondamentales, je vais prendre 10% d'actions de croissance, ainsi de suite. Et quand on a fait ça, c'est assez structuré. Et on bâtit ce portefeuille-là en tenant compte d'abord de la durée de l'investissement. Quand on investit sur le marché financier, c'est un moyen, court, long terme, donc du coup, c'est important. Il y a le degré du risque. Le degré du risque, ça veut dire en fait que si on veut vraiment pas du tout perdre notre argent, on aura tendance à investir dans des produits beaucoup plus sûrs comme les obligations et tout. Voilà. Donc, on va tenir compte justement du degré du risque. Et le risque, attention, en finance, ce n'est pas le danger, hein. Voilà. Le risque, c'est la variation. Et c'est la variation qui crée la valeur. Donc, quand on décide de devenir investisseur comme vous l'êtes aujourd'hui, vous devez être à l'aise avec le fait que les actions varient, machin et tout ça. Et puis, petit conseil, on n'investit pas en bourse ou sur les marchés financiers avec les émotions. C'est-à-dire que quand vous faites la finance, vous devez tuer vos émotions, en fait. Vous devez être des gens qui sont très rationnels, qui sont réfléchis, parce que les financiers voient au-delà du rideau. Ça veut dire que les financiers, enfin, à force de rester dans la finance, vous allez avoir une longueur d'avance naturelle, en fait. C'est-à-dire que votre esprit va aller un peu plus loin dans la réflexion. Vous n'allez pas acheter une action juste sur le moment. Vous allez commencer à développer des qualités de stratégie, je sais pas comment, de visionnaire. Voilà, puisque vous rachetez le temps, vous rachetez la valeur future. Quand vous décidez d'acheter l'action d'Orange, c'est parce que vous vous dites que très clairement, d'ici 2 ans, boum, l'action qui fait 9 000 aujourd'hui va faire 56 000. En fait, c'est cet exercice en fait qui doit vous dominer quand vous investissez sur le marché. C'est pas juste le coup de thème, machin. Voilà, on ne fait pas ça. On regarde vraiment beaucoup plus la perspective en fait. Voilà. Surtout pour les actions, sur le marché des actions. Voilà. C'est peut-être pas le cas sur certains types d'actifs, de classes d'actifs par exemple. Voilà. Mais c'est vrai pour les actions, pour le marché des actions. Donc vous devez avoir de la projection. C'est très important. Voilà. Donc, la construction de portefeuille, c'est la pondération des valeurs que vous allez avoir en portefeuille. Et la pondération, c'est de dire, en termes de pourcentage, j'achète quoi à quoi. Voilà. Je prends quel type de produit en fonction, bien sûr, de mon profil investisseur. C'est bon? Est-ce que tout le monde comprend ça déjà? D'accord. Ok, super. Donc, on continue. Continuez la lecture que vous disais tout à l'heure là. C'est moi. Vas-y. Objectif de pondération. Il faut définir un objectif, son objectif de pondération. Premier point, préservation du capital, profil prudent. Protégez votre capital en touchant un revenu sur une période de 3 à 5 ans. Profil de risque faible, dont l'objectif est de minimiser le risque de perte. Action 10%, obligation 55%, monétaire 35%. Ça marche. Alors, j'explique ça, ensuite tu continues la lecture. Donc, déjà sur le premier objectif de pondération, c'est-à-dire en fait que vous devez déterminer vos objectifs financiers. Voilà. Donc, pour certains, c'est de dire, OK, moi, de toute façon, je ne veux vraiment pas perdre de l'argent. Voilà. Donc, je veux préserver mon capital. Voilà. Donc, si tel est le cas, par exemple, si vous avez un portefeuille de 1 million de francs CFA, vous allez me dire, OK, je prends 10% de 1 million, c'est-à-dire 100 000 francs CFA en action. Donc, quand vous voyez 10% d'action ici, là, ça veut dire que sur les 1 million de francs CFA, vous allez prendre 10% dedans, vous allez prendre 10% dedans, c'est-à-dire 100 000 francs pour acheter peut-être les actions de Sonatel. Et vous allez prendre en plus 55% de 1 million, c'est-à-dire 550 000 francs CFA pour acheter des obligations de l'État,
je sais pas moi, du Burkina Faso, par exemple. Et puis, vous allez encore acheter le produit monétaire, c'est-à-dire, je sais pas moi, des DAT et tout ça. Voilà. Donc, quelqu'un qui a 1 million, qui veut vraiment pas du tout perdre, voilà, pas du tout perdre quoi que ce soit, voilà comment il va gérer en fait son portefeuille. Voilà. Parce que derrière les obligations, il peut se retrouver avec un intérêt autour de quoi, c'est 5-6% des obligations des États. Les produits monétaires, c'est quoi? C'est 3%, 4%, et puis une action peut vous rapporter 7 à 8%. Voilà. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est dans le profil prudent, du coup, qui est porté par un objectif de préservation du capital, voilà comment il va constituer son portefeuille sur la base de 1 million. C'est bon? Ok. Donc, continue la lecture. Revenus et croissance. Profil équilibré. Portefeuille mixte dont l'objectif est d'équilibrer les revenus provenant des obligations et les gains en capital plus dividendes des actions. Actions 40%, obligations 50%, 50%, monétaire 10%. Très bien, c'est la même chose. Donc, toujours avec les 1 million de francs CFA que vous avez en portefeuille, voilà. Quelqu'un qui a justement un objectif, qui a un profil équilibré, donc qui veut un peu de revenus et tout ça en tel, voilà. Il va dire, bon, moi, je suis mes 1 million là. Je vais prendre 40%, ça veut dire je vais prendre 400 000 francs CFA pour acheter les actions. Je vais changer plus de petites actions, on verra. Je vais prendre, euh, je vais prendre 500 000 francs CFA pour acheter les obligations émises peut-être par l'État du Togo, par exemple. Et puis, je vais prendre 10%, c'est-à-dire 100 000 francs CFA, pour faire un petit DAT, pour bloquer 3,5%. Voilà. Du coup, cette pondération-là lui garantit des petits revenus moyens et tout. Voilà. Mais forcément, avec une densification en action, voilà, le rendement sera beaucoup plus important que celui qui a le profil prudent. C'est bon? Voilà. Donc, continue sur le dernier profil. Croissance agressive. Profil agressif. Tirer profit de la performance des actions sur une période de 3 à 5 ans. Actions 80%, obligations 10%, monétaire 10%. Ok. Donc, je pense que ça, c'est le profil même des membres de EUC. La plupart de nos membres que vous êtes, vous devez avoir ce profil-là. C'est-à-dire que c'est plus action, c'est beaucoup plus des actions. Un peu d'obligation, mais c'est vraiment pour ce profil-là. Le profil croissance signifie que vous avez la connaissance et la formation nécessaire, aussi un peu d'expérience. Donc, c'est un profil naturel vers lequel on tend, bien sûr, voilà, quand on se forme, un peu comme vous le faites aujourd'hui, quand on comprend les enjeux voilà, de l'horizon d'investissement et tout, quand on sait aussi les différents types d'actions. Vous voyez? Parce que quand on ne sait pas tout ça, on a l'impression d'atterrir comme ça dans un monde, dans une jungle dans laquelle on est complètement perdu. Voilà. Donc, si on est justement sur ce dernier profil-là et tout, avec les 1 million de francs CFA que vous allez dire, OK, moi j'ai mis 800 000 en action. Donc, du coup, en action, vous allez choisir le type d'action dans lequel vous allez investir. 10% d'obligataire, c'est-à-dire bon, 100 000 francs pour prendre un peu d'obligation, voilà, de 5% ou 6%, et puis un peu pour le monétaire. Voilà. Donc, voici un peu présenté les différents objectifs de pondération et puis comment on réfléchit un peu dans la construction du portefeuille. Donc, si vous avez de l'argent en portefeuille déjà, on ne saute pas comme ça pour dire je prends tant. On réfléchit d'abord. Pour réfléchir, on réfléchit dans quel type d'abord de pondération, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on recherche finalement? Est-ce qu'on veut de l'argent? Est-ce que parce que chaque profil en fait a ses obligations aussi que vous devez savoir. On est bien d'accord? Ok, super. Parce que quand on va finir la formation, vous devez désespérer. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ça pendant 2 minutes. Regardez bien. Parce que ça, c'est très important. Et je vais vous demander après de faire ce travail-là. Parce que c'est super important. C'est grâce à ce travail que vous êtes à l'aise pour pouvoir maintenant structurer votre portefeuille. Donc, je vous donne 6 minutes d'observation profonde et de lecture profonde sur ça. Voilà. Et après,
Vous allez me dire, d'après vous, si il vous dit sur la Terre Sénégal, vous me dites, est-ce que sur la Terre c'est une valeur de croissance ou une valeur fonds de portefeuille? Voilà. Je vais vous poser des questions, moi-même si c'était une valeur, vous allez me dire, cette action-là fait partie de quelle sous-catégorie d'action? Et ce sont les sous-catégories que vous avez ici en fait. Donc je vous donne 5 minutes chrono. Ok, c'est bon, vous avez lu un peu? Oui, oui. Ok, donc j'ai un devoir pour vous. Essayez de noter ça et après vous m'envoyez le devoir là. C'est-à-dire, toutes les valeurs de la BLVM là, vous allez me les classifier en fait. Voilà. Selon cette sous-catégorie-là, ça va vous aider en fait à pouvoir structurer un portefeuille correct, à se dire, ok, moi je vais prendre 20% d'actions de portefeuille, je vais prendre 10% de valeur de rendement, les valeurs de croissance, les valeurs cycliques, les valeurs spéculatives. Voilà. Mais on va quand même faire un petit point ensemble sur ça. Ça va vraiment beaucoup vous aider en fait. Voilà. Donc, quand on parle de valeurs fonds de portefeuille, comme on l'a dit, ce sont les sociétés qui sont dans un secteur beaucoup mature. Et en général, ce sont les sociétés qui sont très fortes. Je prends le cas par exemple de. Alors, donnez-moi un exemple si vous voulez de valeurs fonds de portefeuille, d'après vous, selon, selon la caractéristique qui s'affiche là. On a CIE. Ok, on peut avoir sérieux. La Société Générale. La Société Générale. Voilà, justement, la Société Générale, voilà. La CIE, Société Générale. Où ce sont des valeurs refuges parce qu'en fait, elles marchent tout le temps. Et en général, ce sont des entreprises qui sont matures et qui sont déjà assises, en fait. Voilà. Et en général, elles payent même régulièrement le dividende. Donc, quand vous voulez construire un portefeuille, vous devez réfléchir comme ça. Quand je dis CIE, ou je dis Société Générale, là, où vous la logez? Est-ce une valeur fonds de portefeuille? Première question. Voilà. Ensuite, on a la valeur de rendement. Donc, société ayant une faible croissance financière, secteur de l'immobilier ou société fortement décotée, enfin. Donc, donnez-moi une valeur de rendement que vous, que vous voyez sur le marché. Moi, je peux dire Solibra. OK. Sur le bras, valeur de rendement. Avant, c'était une valeur sur le portefeuille. Maintenant, voilà, ça rentre dans la valeur de rendement maintenant. Il y a une forte concurrence. Donc, sur le bras, une valeur de rendement. Voilà. Quoi d'autre encore? Sucrivant aussi. Sucrivant aussi a une valeur de rendement aussi. C'est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est déjà bon. Donc, du coup, ça vous permet justement de pouvoir optimalement choisir les actions selon leur sous-catégorisation. Oui, c'est très important. Voilà. Ensuite, les valeurs de croissance. Voilà. Surtout pour dans les secteurs de forte croissance, tels que les télécoms, l'informatique, ainsi de suite. Niveau élevé de valorisation, risque de correction temporaire important. Donc, donnez-moi une valeur de croissance. Ok, Sonatel, valeur de croissance. CV Abidjan. CV Abidjan,
Celle-là, je le vois plus en valeur cyclique. Je ne sais pas Ouais, CFAO, plus valeur cyclique aussi. Ouais, CFAO marche, c'est plus cyclique. Je suis d'ac- je suis d'accord pour son appel, c'est bien vu. Quoi d'autre encore? Non, non, LGBCI, c'est valeur fin de portefeuille. Coris Bank, c'est valeur fin de portefeuille. Bon, regardez, vous me direz. Mais les valeurs cycliques, exemple des valeurs cycliques. CFAO, c'est des valeurs cycliques parce que justement, vous remarquerez que les entreprises qui sont dans le domaine de l'automobile, en fait, font leur chiffre d'affaires dans des saisons bien précises, donc valeurs cycliques. Quelle autre valeur encore? Seda, bien vu, bingo. Donc, c'est une valeur qui marche beaucoup plus vers la rentrée. Donc, si vous voulez investir dedans, 3 mois avant la rentrée ou 4 mois avant, vous achetez ça beaucoup. Et quand on va approcher la rentrée, ça va bondir, vous allez montrer. Donc, c'est la valeur cyclique en fait. Voilà, donc c'est très bien vu pour Ney Seda. Et puis, on fait les valeurs spéculatives. En général, ce sont les OPA. Là, en ce moment, on a quoi? On a l'OPA d'Orange, non? Orange Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça, c'est une valeur qui sera fortement spéculative. Donc, les amis, voilà un peu la classification que vous devez faire des types de valeurs sur l'ensemble des valeurs de la BRM. C'est en fonction de cette classification-là que maintenant, vous allez choisir, maintenant vous allez faire la pondération sur la base de 1 million ou de 100 000 francs en portefeuille, de dire, OK, sur mes 100 000 francs CFA, mes 100 000 francs CFA, je vais prendre 30% ou 40% de mes 30 000 francs pour des valeurs fonds de portefeuille, je vais prendre 20% voilà, de rendement, je vais prendre 10% en valeur spéculative parce que je vais spéculer beaucoup sur cette valeur-là. Voilà. Je vais prendre aussi en valeur cyclique parce que si je vais beaucoup spéculer aussi sur ça, voilà, il tourne la tête. Voilà. Et voilà. Donc voilà un peu ce que je peux déjà vous dire. Est-ce que c'est clair cette manière de réfléchir pour construire son portefeuille maintenant? Vous ne devez pas construire par hasard. Vous devez avoir de la méthode et puis de la science. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, question, vas-y. Moi, j'arrive pas à bien voir la différence entre les valeurs de portefeuille et les valeurs de rendement. Ok. Alors, quand on dit valeur fonds de portefeuille en général, ce sont des entreprises de très, 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 très forte capitalisation. D'accord? C'est-à-dire que quand tu prends la BRVM, les entreprises sont classées selon plusieurs compartiments comment on dit ça, de capitalisation, non? Tu sais ça, non? Voilà. Donc, en général, pour mieux distinguer les valeurs fonds de portefeuille, par exemple, ce sont les valeurs qui ont les plus fortes capitalisations. Et c'est sans surprise parce que ce sont des entreprises qui sont matures, qui sont centenaires, qui font du chiffre, qui ont des filiales à l'international. Mais du coup, ben, voilà, ça marche toujours, quoi. Voilà. Donc, c'est des valeurs sûres, sûres. Voilà. Par exemple, la Société Générale, voilà, c'est la première pour le Côte d'Ivoire. Voilà, pour ceux qui sont dans le secteur bancaire, vous savez ce que c'est que Société Générale pour le marché. Donc, c'est une valeur fonds de portefeuille. Pareil pour son appel aussi. Je pense que son appel atteint ce niveau-là. Orange Côte d'Ivoire va entrer d'abord en valeur spéculative et progressivement va se hisser en valeur peut-être de rendement, peut-être de croissance. Après, elle va monter en valeur de rendement, peut-être finir sur une valeur fonds de portefeuille aussi. Voilà. Mais quand on parle de valeur fonds de portefeuille, c'est beaucoup plus aussi pour les entreprises même qui payent régulièrement aussi les dividendes. C'est très important. Et c'est aussi pareil pour les entreprises de rendement aussi qui paient des dividendes et tout. Sachant que c'est pas toutes les entreprises qui payent les dividendes. On est bien d'accord. Et même quand elles payent, c'est pas tous au même niveau. Il y en a qui payent très cher. Vous remarquez que ceux qui payent un peu plus cher le dividende, ce sont les entreprises même, les valeurs fonds de portefeuille en fait. Voilà. Ceux qui payent moyennement, voilà, de croissance ou rendement, les valeurs cycliques, elles peuvent ne même pas payer même de rendement, de dividendes annuels. Voilà. Donc voici un peu comment on peut les catégoriser en fait. C'est clair? En fait, j'ai compris c'est quoi portefeuille, mais j'ai pas compris la différence entre portefeuille et valeur de rendement. Ah, t'as pas compris la différence? Comme il a dit par exemple Solibra, valeur de rendement, pour moi, Solibra, c'est une grosse entreprise, donc je ne m'attends pas à ça en rendement, je m'attends à ça en fonds de portefeuille.
Alors, C'est là une mesure que j'ai pas compris. non. Alors, si tu veux, ce départ, pour moi, a été une valeur fonds de portefeuille. Mais depuis la concurrence qu'elle subit, en tout cas aujourd'hui, depuis un certain temps, je pense qu'elle a été déclassée un peu. Voilà. Sinon, avant, on la logeait en valeur fonds de portefeuille. Maintenant, aujourd'hui, on ne la loge plus à ce niveau-là, je pense pas. Si tu remarques bien, si tu prends sur les bras dans les années quoi, 2015, 16, 12, en tout cas, le titre avait même touché même les 1 million de francs CFA. C'était une valeur qui était super chère. Et voilà. Mais depuis que le secteur a été, là on le voit aujourd'hui avec toute la concurrence autour, elle a cédé beaucoup d'activités, notamment voilà, son divorce avec Coca-Cola, Manchette, tout ça, voilà. Ça a décassé un peu l'entreprise. Voilà. Donc je pense que elle va, elle va se déclasser elle-même pour entrer dans une valeur de rendement. Ça veut dire elle va payer le rendement, mais elle va plus payer le rendement comme elle est payée par le passé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Mais ça reste toujours une valeur sûre, si tu veux. Mais elle n'a plus la prétention d'être une valeur vraiment fond de portefeuille, quoi. Mais je ne pense pas aujourd'hui. Voilà. Donc, mais après, tout ce jour, c'est vraiment sur des petits points de divergence qu'on peut discuter ensuite. Ok, d'accord. Merci. Super. Voilà. Donc c'est clair pour tout le monde. Donc, ce que je vais vous demander à faire, et vous m'envoyez l'exercice plus tard, c'est de me réclassifier toutes les entreprises de la BVN selon cette classification-là. Effectivement, il y a des titres qui peuvent avoir deux classifications. C'est-à-dire qu'il y a un titre qui peut être une valeur cyclique et puis une valeur de rendement aussi. Il y a des titres qui peuvent être une valeur de croissance et peut être une valeur spéculative. Donc, il peut arriver qu'un titre ait en fait deux caractéristiques distinctes. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, on continue. Alors, construction de stratégie d'investissement. Voilà, quelqu'un pour lire ça. Là, maintenant, on va travailler sur la construction de la stratégie d'investissement. Oui, vas-y. Construction d'une stratégie d'investissement. Pour assurer une bonne gestion du portefeuille, il est important d'établir un tableau de bord synthétique, décisionnel basé sur une liste de données, pondération des risques, structuration du portefeuille, statistiques financières, statistiques boursières. En fonction de l'objectif poursuivi, plusieurs scénarios peuvent envisager, incluant des données statistiques fondamentales, etc. Ok, c'est bon? Excusez-moi, quelqu'un m'appelle, je coupe l'appel. Ok. Bien, donc, qui peut expliquer ça dans ce propre thème avant que je donne l'explication? Qui veut nous expliquer ça? Je vais essayer. Ouais. Rapidement. Qui fait que la stratégie d'investissement, il faut d'abord établir un risque. Par exemple, bon, je souhaite risquer tel pourcentage de mon capital. Mhm. Et je pense quoi? Je pense quoi? Mhm. On voit la gestion, pas pour la gestion active. Quelles sont les actions, les actions. Et je dois aussi faire une analyse financière. D'accord. Analyser les sociétés en fonction de leur rendement, ce que je prends, et Mhm. une stratégie budgétaire aussi, de faire un peu ce que Bon, c'est bien essayé. C'est bien essayé. Alors, donc, c'est un peu ça. Donc, construire une stratégie d'investissement d'abord, c'est mettre en place, en fait, un tableau de bord. Mais après le tableau de bord,
C'est juste en fait des indicateurs qui vous permettent justement de pouvoir, structurer en fait la gestion du portefeuille, enfin le portefeuille et de pouvoir suivre aussi les valeurs. Donc, il y a déjà la pondération des risques, ça on l'a vu, c'est-à-dire le fait que l'on a le profil prudent, agressif et tout ça. Donc ça, c'est un élément à prendre dans la construction du portefeuille. Le second élément, c'est le portefeuille lui-même. On vient de le voir tout à l'heure, de savoir que je prends peut-être 20% d'actions d'actions et fonds de portefeuille, je prends 10% d'actions cycliques, je prends 30% d'actions de croissance par exemple, voilà. Et puis peut-être je prends 10% de produits obligataires. C'est comme ça qu'on réfléchit en fait. Voilà. Donc ça, c'est un peu la situation du portefeuille. Après, il y a aussi la notion de la statistique financière, c'est-à-dire pouvoir, puisque les entreprises qui sont cotées en bourse, elles ont l'obligation de communiquer sur les états financiers. Et vous, votre rôle en tant qu'investisseur, c'est pas de devenir comptable et tout ça, non. C'est de pouvoir lire un bilan en l'espace de 5 minutes. Voilà. Et lire un bilan par comparaison des autres exercices, en fait, pour voir ce qu'il n'y a pas de changement dans cette classe d'actifs, par exemple. Voilà. Et comme je l'ai pris tout à l'heure l'exemple de Move, qui avait fait 10 milliards de francs CFA en année N-4, et puis en année N plus 1, elle fait 1 milliard, et puis vous dites, ouais, c'est une bonne entreprise. Non, ouais, c'est pas une bonne entreprise, puisqu'elle fait du marché. Donc, il faut toujours voilà, contextualiser en fait les états dans un horizon de temps. Ça permet de voir en fait la marge de progression sur des indicateurs importants comme le chiffre d'affaires, comme pas mal d'éléments en fait qu'on va avoir directement dans le bilan. Donc ça, c'est très très important. C'est bon? Et puis on fait les statistiques boursières. Ça, vous avez ça sur le bloc, c'est-à-dire les différents ratios boursiers, tout ça. Voilà. Donc une fois qu'on a ça en tête, c'est déjà pas mal. Ensuite, dans la situation du portefeuille, on va tenir compte de la diversification. Il y a deux notions. On a la diversification sectorielle et la diversification géographique. Par exemple, vous avez 1 million de francs CFA, mais voilà, vous n'allez pas mettre tous ces 1 million dans le secteur bancaire. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure sur la BLM, sur le marché financier, on a le secteur finance, banque, on a le secteur immobilier, on a le secteur BTP, on a le secteur services publics, on a le secteur agriculture, on a le secteur voilà, téléphonie, et ainsi de suite. Donc, vous devez diversifier, c'est-à-dire, vous dites, OK, moi je vais aller ici sur quelques secteurs. Voilà. Maintenant, ma recommandation pour vous, en tant qu'investisseur de EUC à la base, on recommande de ne pas dépasser 5 à 10 valeurs. Ça nous permet de nous concentrer sur ça et à faire de la marge. Donc, dans le premier temps, vous pouvez aller sur 5 valeurs. Sur la 5 valeurs, pour vous dire, OK, je prends 2 valeurs du secteur bancaire parce que bon, ce sont des valeurs qui performent bien. Je prends une valeur du secteur de l'agriculture, peut-être CGB, ça fait 3. Je prends une valeur du secteur, je sais pas moi, des services publics et tout, donc CU, machin, tout ça, et puis ainsi de suite. Voilà, on peut aller déjà sur quelques valeurs comme ça, et puis progresser, et puis peut-être une valeur dans le secteur de télécom. Donc, quand vous réfléchissez comme ça, vous êtes en train de faire de la diversification sectorielle. Il va falloir que cela soit très clair pour vous. Comme ça, en fait, en disant, je prends tout le temps, en fait, je diversifie de façon sectorielle. Voilà. On le fait aussi parce qu'on comprend bien l'enjeu que ce secteur doit représenter, par exemple. Et ça, c'est très clair. Donc, une fois qu'on a la conscience de l'enjeu que ce secteur-là représente déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça, c'est la diversification sectorielle. Et puis ensuite, la diversification géographique. Voilà, on a la chose à un marché régional. Donc, on peut dire, OK, j'ai pris des valeurs de Côte d'Ivoire, j'ai aussi pris des valeurs du Mali, des valeurs du Burkina Faso, des valeurs de la Guinée, enfin pas de la Guinée, des valeurs du Togo, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, en réfléchissant comme ça aussi, ben, vous faites de la diversification géographique. Qui a compris ça? C'est bon pour tout le monde? Oui, ça va. Oui, c'est Super. Ensuite, sur les différents risques, on fait ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est important de connaître son profil. Forcément, quand on n'a jamais investi, on a un profil prudent parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'action, l'obligation, c'est quoi le marché, tout ça, on ne sait rien. Donc en général, pour les profils prudents et tout, ils auront tendance à aller sur les obligations, les produits monétaires qui sont beaucoup plus, il n'y a pas de risque et tout. Mais quand on décide de se former à l'investissement, qu'on maîtrise le principe des actions, des obligations, du marché, des produits dérivés, même les cryptoactifs, forcément, on change de profil.
Voilà, donc on passe du profil, pardon, à un profil, je dirais, équilibré, peu à peu progressivement. On peut aller sur un profil super agressif, voilà. Donc la détermination du profil est fonction justement, premièrement, de la connaissance qu'on peut avoir des titres financiers, des instruments financiers. Voilà. Et aussi du mécanisme de création de la valeur que génèrent ces titres financiers-là. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait même pas comment fonctionne une obligation et tout. Donc, voilà, il faut faire. Quand tu ne sais pas, tu ne peux pas faire. C'est pareil pour les crypto-actifs. Quand tu ne sais pas, tu sais pas comment ça fonctionne, du coup, tu n'es pas chaud là. C'est pareil. Mais une fois que tu maîtrises, parce que tu as une expérience pratique à l'intérieur et tout, tu sauras faire des choix optimales en tenant compte forcément de ton niveau de connaissance, de ton expérience, surtout de tes objectifs aussi. Et puis ensuite de ton profil que tu auras toi-même déterminé. Donc c'est important de tenir compte justement de la pondération du profil. Et puis l'autre élément aussi, c'est les ratios boursiers. Voilà, les ratios boursiers ne se calculent pas, c'est donné directement sur le bulletin officiel de cotation. Vous devez savoir le lire et ce sont des indicateurs qui nous permettent aussi de pouvoir nous positionner sur les valeurs. Voilà. Moi, en général, je les utilise en fait lorsque j'ai un doute entre deux actions du même secteur. C'est là qu'il fait jouer beaucoup plus le père. Voilà, moi, j'utilise beaucoup le père en fait pour, euh, pour me décider en fait sur des valeurs du même secteur. Pour voir qui je prends, qui je laisse, par exemple. Donc, vous devez pouvoir manipuler aussi le père de cette façon-là. Voilà. Donc, ce sont des ratios qui sont directement donnés. C'est pas calculé, mais c'est important de pouvoir les utiliser aussi. Donc, ce sont des outils à disposition. C'est bon? Voilà. Est-ce que les questions sur tout ce qu'on vient de voir? Parce que là, maintenant, on va rentrer maintenant dans la gestion à proprement parler. La continue stratégie de placement maintenant. Comment on achète? Comment on vend? C'est bon? Ok. Donc, qui veut lire pour nous? Qui veut lire? Bonsoir. Bonsoir. Au fait, moi, je vous écris. D'accord? Je n'ai pas tout suivi, mais je pense avoir quelques notions. D'accord. Voilà, mais bon, je vais me pointer au jeu, quoi. Il pense que c'est faut lire alors. D'accord. Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'on aura le support? Oui, je vais vous envoyer ça. D'accord, merci bien. De rien. Ben, tu peux nous faire la lecture? Allô? Oui, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Ok. Donc, donc c'est bon. Je pense que on a bien compris déjà sur ça. Donc, dans la construction d'une stratégie de placement, il faut tenir compte des éléments qu'on veut de voir, c'est-à-dire le risque, la pondération des risques, le profil de l'investisseur, les données statistiques, les données financières. Voilà. Donc, en gros, on a quatre façons de gérer le portefeuille. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On a la stratégie du risque élevé, qu'on va voir tout à l'heure. On va voir les quatre stratégies. Et vous allez choisir vous-même une stratégie qui vous correspond. On est bien d'accord? Ok. Donc, chacun, puisque comme tu dis que j'ai gagné de l'argent sur le marché financier, il ne faudrait pas que ça ressemble à de la chance. C'est-à-dire, c'est de la chance, c'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Donc, on va passer en revue quatre stratégies fondamentales. Chacun va choisir la stratégie qui lui convient. Et c'est en fonction de ça que vous allez gérer vous-même votre propre portefeuille. On va vous demander par moment de nous partager vos performances dans le portefeuille pour voir ceux qui ont suivi les stratégies en interne et qui se sont bien comportés. Voilà. Donc,
La stratégie du risque élevé. Tu peux continuer la lecture. D'accord, monsieur. Une stratégie risque élevé consiste à acheter un titre en tendance haussière qui a un élan haussier. Si le titre gagne 10%, on vend 20% des actions achetées. Si le titre monte de 20%, on vend un autre 20% des actions achetées et on vend le reste des actions seulement si la tendance haussière devient baissière. Ok, cas pratique tout de suite. Je vais vous donner un cas, vous allez réfléchir sur ça maintenant. Et chacun va me donner la réponse. Vous avez acheté, vous avez acheté 100 actions de Sonatel à 10 000 francs CFA. C'est bon? Vous êtes là, non? Vous me suivez? Ok, je vous donne un exercice. On va appliquer cette stratégie-là directement. Donc, vous avez 100 actions, je dis bien 100 actions de Sonatel achetées à 10 000 francs l'action. Bien. Donc, vous allez me déterminer le nombre, vous allez me déterminer à partir de cette stratégie-là, le nombre de titres qui restent, le gain que cela a généré. En partant sur le principe que j'ai acheté 100 actions de Sonatel à 10 000 francs. Et si on dit que si le titre gagne 10%, donc si l'action passe de 10 000 francs à 11 000, c'est ça non? De 10 000 à 11 000, ça fait 10%. On est bien d'accord? Ok, donc si le titre passe à 10%, de 10 000 à. Enfin, le titre gagne 10%, ça veut dire que le titre. Parce que 10% de 10 000, c'est 1000 francs CFA. Donc 1000 francs plus 10 000, ça fait 11 000. Donc le titre fait maintenant 11 000. On vend 20% des actions achetées. Donc on va vendre 20% des 100 actions. Voilà. Et après, on dit que si le titre monte de 20% encore, donc si on monte de 11 000, vous voyez, de 11 000, donc on va faire 20% de 11 000. Donc vous allez déterminer la nouvelle valeur du titre, ça va faire 20%. On va vendre encore 20 autres pourcents. Voilà. Donc sur la base de ça, déterminez-moi le nombre d'actions qui a été vendues, les fonds, les bénéfices engrangés, sur les plus-values engrangées, et puis le nombre d'actions qui est resté. Je vous donne 5 minutes de réflexion. C'est clair? C'est affiché devant vous. Hein. J'ai tout expliqué là. Je reprends. Je vous donne, vous avez acheté 100 actions, ok, de Sonatel, ok, à 10 000 francs l'action. Voilà. On dit, si le titre gagne 10%, vous vendez 20% des actions. Donc, si le titre gagne 10%, ça veut dire que le titre a eu 1000 francs, puisque 10% de 10 000, c'est 1000 francs. Donc, le titre monte à 11 000. Vous allez vendre 20% des 100 actions. Donc, du coup, vous allez vendre 20 actions sur le site, vous restez 80 actions. Voilà. Alors, on dit en plus, si le titre monte de 20% encore, donc là, on est à 11 000. 20% de 20% de 11 000, on détermine le nouveau prix de l'action. Là, on vend encore 21% encore. Voilà. Donc, faites-moi un calcul rapide et vous me dites, ah, voilà, monsieur, quand le titre monte à 10%, voilà ce qui se passe. Quand le titre monte à 20%, voilà ce qui se passe. Voilà le type d'action qui me reste. Ça, c'est la stratégie du risque élevé. C'est bon? Ok. Donc, je vous donne 5 minutes de réflexion. 5 à 10 minutes, non, 8 minutes même. Voilà. Allez-vous sur la base de 100 actions achetées à 100 actions achetées à 10 000 francs l'action. Et puis, vous voulez maintenant, puisque l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, vous devez avoir une relation commerciale avec les actions. Vous ne devez pas les garder dans le but de vous marier à elles. On est bien d'accord. Donc, quand vous avez des actions, si vous vous dites, ah, ça monte, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vends, je ne vends pas et tout? Voilà, c'est pas du hasard. Donc, ce sont des stratégies qui sont là. Tout est rationnel. Quand on achète des actions qui sont en train de monter, quand on a une petite image, on va un peu. On va tout doucement. Donc, c'est un peu ça qui est là, en fait. Donc, je vous laisse réfléchir sur ça. Et puis ensuite, on continue sur les autres stratégies. C'est bon?
Voilà, donc je vous donne 5 minutes là. Donc, vous avez un portefeuille de 100 actions de Sonatel achetées à 10 000 francs CFA. La question que je demande, c'est vous avez vendu pour combien de titres finalement, les bénéfices, les plus-values engrangées, et qu'est-ce qu'il en reste à la fin, voilà, selon cette stratégie-là. C'est clair pour tout le monde, non? Allô? Ouais, c'est clair pour tout le monde, non? C'est bon? Ok, donc je vous laisse faire les calculs en fait. Qui a fini? Qui a fini? Moi, j'ai fini, j'ai fini. Ok, Moi, j'ai fini aussi. d'accord, donc expliquez alors. D'accord. Le point, comme j'ai dit, là, si on prend 100 actions de Sonatel à Ouais, 10 000, ouais, si l'action passe à 10%, donc 10% de 10 000 francs, 11 000 francs CFA. c'est ça. Alors, on a 20% des actions. C'est-à-dire on va faire les 20% des actions, les 100 actions à fond. Si c'est 100 actions, donc j'en ai 20 dedans, donc il va rester. Moi j'en ai 20. Donc j'ai fait les 20 multiplié par 11 000 francs. D'accord. Voilà. Tu trouves combien? Tu trouves combien? Waouh, je n'ai pas fait le calcul. Ah, mais il faut faire les calculs. Ok, Donc, ça veut dire 220 000. 220 000. Ok, Donc, ce qui va nous rester, il va nous rester encore 80 actions.
Très bien. Donc maintenant, si le titre passe encore à 20%, Mhm. ça va faire 12 000 francs. Non. Ça fait 13 000 et quelques. Voilà. Bravo. 13 200. Voilà. D'accord, donc on va faire les 13 200 multiplié par deux autres actions encore. Ouais, donc on va vendre 20. Ça fait combien? Allô, 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 allô. Ça fait combien? Très bien, ça fait 264 000 francs CFA. OK? Voilà. Et puis, on continue, on dit, on voit le reste seulement si la tendance devient baissière. Ça veut dire, en fait, s'il n'y a plus de croissance, là, on peut, voilà, on peut vendre pour ressortir. Voilà. Tout compte fait, on aura vendu combien d'actions? 40 actions. On est bien d'accord? Voilà. On aura vendu 40% des actions en portefeuille. On aura engrangé deux types de plus-value avec performances différentes. C'est bon? OK, qui a compris? C'est bon pour moi, je comprends mieux. Voilà. C'est une stratégie en fait. Donc, vous devez choisir ce genre de stratégie-là. Ça va faire que quand vous allez avoir les actions en portefeuille, vous n'allez pas trembler en fait en interne. Parce que quand on a des actions en portefeuille, par exemple, et tout, que l'action en train de bondir déjà et tout, vous avez peut-être 10 actions de telle valeur et tout, l'action était à 8 000, l'action pas à 10 000, ça fait déjà près de 20%. Vous pouvez dire que sur les 20%, ben, écoute, je vais vendre peut-être 20% du portefeuille, donc 20% des actions. Alors là, vous n'avez que 8 actions. Ça fait peut-être 2 ou 3 actions que vous vendez là pour grander la petite plus-value. Vous observez encore que l'action bondit encore 20 autres pourcents, voire plus, pour vendre un tout petit peu encore. Voilà. C'est comme ça qu'on réfléchit en fait dans la stratégie des gestion de portefeuille. Voilà. Donc, ça, c'est la stratégie du risque élevé. Ensuite, on a la stratégie du risque moyen qui veut dire. Excusez-moi, mais j'ai une question au niveau de lorsque la tendance haussière devient baissière et qu'on doit avoir les façons d'action que nous mettre de l'index. Quelle stratégie doit-on adopter de telle sorte qu'on ne se laisse pas submerger par l'anxiété? Non, non, après, on ne voit pas tout systématiquement. C'est-à-dire que quand on dit lorsque, on a dit seulement si la tendance devient baissière, ça veut dire en fait que le titre a eu, puisque vous savez que les marchés là, il y a ce qu'on appelle les pics, et puis ça décroît. Il y a les pics et puis ça décroît. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand un titre est en tendance haussière, il monte, il monte, il monte. Après qu'il va atteindre un pic, il peut redescendre en fait. S'il redescend, deux choses l'une, vous pouvez anticiper une sortie si jamais c'est en deçà du prix d'achat, par exemple. Dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, OK, moi j'ai acheté l'action, je ne sais pas moi, j'ai acheté l'action à 10 000, ça bondit 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, ça va, ainsi de suite. Maintenant, après, on est à 20 000 et puis l'action commence à chuter. De 20 000, on va à 18 000. Bon, ça chute encore, ça chute encore. Bon, en ce moment, vous pouvez vendre parce que déjà, vous avez eu l'action à 10 000. L'action fait maintenant 18 000. Ça fait 20 000. Vous allez faire par deux. Et l'action descend à 18 000, 19 000, 17 000. Là, vous pouvez vendre en fait, vous pouvez sortir parce que vous avez déjà gagné de l'argent. Donc, c'est lorsque la tendance qui était haussière là commence à devenir baissière, puisqu'on va aller dans une tangente super baissière, vous pouvez sortir tous les billes et puis vous vous repositionnez sur notre action. Cela veut aussi dire que vous devez avoir des actions fonds de portefeuille. Les actions fonds de portefeuille sont les valeurs refuges. Ça veut dire que même si vous n'avez rien en portefeuille, vous les avez en portefeuille. Je ne sais pas si me fait comprendre. Les actions fonds de portefeuille sont là pour justement pour pouvoir conjuguer en fait cette disparité-là en question. C'est bon? Oui, oui. Ok, très bien. Bon, j'ai une question. Merci beaucoup. Ok, Moi, j'ai une question. ouais, vas-y sur la question. Bon, j'ai savoir l'exemple que tu as donné, on est relativement optimiste. Ouais. Je sais pas. Les variations sont entre, en général, 5 et 10 ans. Ouais, En fait, tu as donné la même stratégie, bien sûr. mais à court terme, donc chaque semaine, on essaie de voir ou bien en selon un délai plus court, plus long.
Alors, on peut toujours adopter la même stratégie, ça change pas grand-chose. Parce que justement, sur le marché de la BFM, comme tu le sais, le marché est balisé en fait. Donc, les niveaux de progression, comme tu l'as dit, c'est entre 5 et 7, 5, 6, 7% jour. Ça, c'est jour. Mais un titre qui est en tendance haussière, par exemple, va bondir de 10, il peut faire 5% aujourd'hui. Le même titre peut avoir une certaine croissance dans 2 jours, ainsi de suite. Donc, euh, donc le conseil est toujours vrai. Voilà, même pour le cas où on est dans un marché qui est justement corrélé à des performances qui varient en fait selon le titre. Donc, on peut justement appliquer la même stratégie là. Après aussi, c'est à vous aussi d'ajuster les quantités. Mais vous devez vous inscrire dans l'une ou l'autre des stratégies. Ce sera soit la stratégie de risque élevé, soit la stratégie de risque moyen, soit la stratégie on va avoir conservatrice, ou la dernière stratégie, la stratégie très très conservatrice. C'est bon? Super. Donc, continuez la lecture. Qui veut nous lire? Allô? Il n'y a personne pour lire? Je veux dire, Ok, vas-y. stratégie de risque moyen. Une stratégie risque moyen consiste à acheter un titre qui a un bilan haussier. D'accord. Si le titre gagne 10%, on voit 30% des actions achetées. Si le titre monte de 20%, on voit un autre 20% des actions achetées et on voit le reste des actions seulement si la tendance haussière devient baissière. C'est bon? C'est clair, non? Oui, Ok. Donc, à la différence de la première stratégie, où on a vendu 20% de la valeur des titres, ici on vend 30% de la valeur des titres. C'est bon? Donc ça, c'est la stratégie du risque moyen. C'est exactement le même exercice. Ensuite, on a la stratégie. monsieur, Oui, j'ai une question. vas-y. Quand on parle de 30% des titres, est-ce le risque investi ou bien le bénéfice obtenu? Ah mais non, hein. On ne réfléchit pas comme ça. C'est-à-dire que le bénéfice, tu le réalises après cession du titre. On est d'accord, non? Donc quand on dit vendre les titres, quand tu as mis tes 1 million sur le marché, et que tu prends les 1 million, tu prends 500 000 francs pour acheter les actions de Solibra, par exemple, que tu achètes aussi les actions de Orange et tout ça, là, tu investis là. Voilà. Maintenant, on dit si le titre gagne 10%, tu vends 50% des actions, par exemple. Voilà. Mais en fait, tu vends 50% des actions dans le portefeuille. Voilà. Dans le portefeuille, en fait. Bien sûr, sur le titre qui est en train de croître. Donc, tu peux avoir peut-être 100 titres ou 10 titres. Tu peux avoir 10, on a pris l'exemple tout à l'heure, tu peux avoir 10 titres d'Orange. Et du coup, sur les 10 titres, si on prend la stratégie conservatrice, tu vas faire quoi? Tu vas vendre 50% des actions. Voilà. Du coup, tu vas vendre 5 actions à 11 000. Et tu vas vendre encore 30 actions, c'est-à-dire que tu vas vendre 3 actions à 13 200. Voilà. Quand le titre va gagner 20%. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la stratégie en fait. Voilà. Donc, en fonction de ça, chacun de vous peut bâtir sa stratégie d'achat et de vente. En matière de gestion de portefeuille, la seule chose qui fait la différence, c'est l'information. C'est l'information. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander chacun de me faire un retour pour la semaine prochaine de la construction d'un portefeuille. Donc, vous avez 1 million de francs CFA. Voilà, vous allez me construire un portefeuille d'actifs en tenant compte, premièrement, des types d'actions à mettre en place, de la pondération des actions, là, on l'a vu. Voilà, vous me dites, ok, monsieur, je vais prendre peut-être, je sais pas, mon 10% d'actions de croissance, 40% d'actions de rendement, ainsi de suite et tout. Vous supprimez ça, puis vous adoptez une stratégie en fait. Voilà. Comme ça, c'est pratique. Je sais comment vous allez construire le portefeuille, sur quelle base. Je sais aussi comment vous allez effectivement gérer ce portefeuille-là avec quel type de stratégie de placement. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà.
Si vous l'avez fait une première fois, je pense que ce sera génial pour la suite. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Et puis la dernière stratégie, c'est une stratégie très très conservatrice. Qui veut dire ça? Qui veut dire? Stratégie très conservatrice. Ouais. Une stratégie très conservatrice consiste à acheter un titre en tendance haussière qui a un élan haussier. Si le titre gagne 10%, on vend 50% des actions achetées. Si le titre monte à 50% des actions achetées, on vend des actions à la tendance haussière de 10%. D'accord, super. C'est bon? C'est clair, non? Oui, c'est bon. Ok. Donc voici les 4 formes de stratégie que je vous propose. Vous pouvez adopter l'une d'entre elles. Ça donne de la science, de la méthode, de la tactique à votre gestion, ce qui n'est pas mal. Voilà. Donc, on va arrêter là déjà. C'était vraiment ça. On est entré un peu au cœur de ce que j'appelle la gestion de